Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Je suis en compagnie de mon coéquipier, qui est un spécialiste de l'espace. Il est journaliste scientifique. Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Le 30 mai dernier, la société SpaceX a procédé au premier lancement d'une capsule Crew Dragon avec à son bord 2 astronautes. Pour la première fois, une capsule appartenant à une firme privée acheminait des hommes dans l'espace. Il s'agissait d'un vol d'essai réalisé pour la NASA. Les 2 astronautes, Doug Hawley et Bob Behnken, ont séjourné 2 mois à bord de la station spatiale. Puis le 2 août, ils sont venus amérir au large des côtes de la Floride, couronnant une mission parfaitement réussie. Et voilà que SpaceX s'apprête à effectuer un premier vol opérationnel de sa capsule Crew Dragon. Ce lancement est prévu pour samedi le 31 octobre prochain, à l'Halloween. Voilà ce dont Claude va nous parler aujourd'hui, en plus de faire le point sur l'autre projet de capsule spatiale, la capsule Starliner de Boeing, ainsi que sur les projets de tourisme spatial. À quand donc pourra-t-on s'envoler nous-mêmes pour l'espace? Mais revenons d'abord sur la première mission, le vol d'essai de la Crew Dragon réalisé l'été dernier. Comme on en avait déjà parlé, 2 astronautes se sont envolés de Cap Canaveral samedi après-midi. C'était le 30 mai. Claude, donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tel que prévu, la capsule s'est arrimée à la station spatiale dimanche matin après un rendez-vous orbital parfaitement réussi. Et là, les 2 membres d'équipage ont rejoint les 3 astronautes qui se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire un Américain et 2 Russes. Et là, durant 2 mois, les 5 hommes ont poursuivi le vaste programme de recherche scientifique que l'on mène depuis une vingtaine d'années. Là. Et en plus, on pourrait dire qu'à peu près la moitié du temps des 5 hommes est consacré à l'opération et à l'entretien de la station spatiale, qui est probablement la machine la plus complexe qu'on a jamais construite. En tout cas, c'est la machine la plus complexe qu'on a jamais assemblée dans l'espace. Et j'ai l'impression que sur Terre, c'est probablement aussi, il n'y a rien de comparable à la Station spatiale internationale. En outre, un des 2 astronautes de la mission, Behnken, a eu la chance de réaliser 4 sorties dans l'espace pour changer des batteries. Si vous avez en tête une image de la station spatiale, il y a des grands panneaux solaires sur la station spatiale, donc des panneaux qui recueillent l'énergie du soleil pour en faire de l'électricité, et cette électricité-là est emmagasinée à bord de piles. Donc, il faut de temps en temps remplacer les piles, un peu comme dans le cas de nos appareils à nous. Finalement, le samedi, le 2 août dernier, les astronautes de la Crew Dragon, Behnken et Hawley, sont revenus sur Terre. Ils devaient amérir du côté est de la Floride, donc au large de Cap Canaveral. Maintenant, il y avait un ouragan qui sévissait à l'époque, comme il y en a de très nombreux cette année, l'ouragan Isaias. Donc, ils ont eu à changer un peu leur plan. Ils se sont posés plutôt du côté ouest de la Floride, c'est-à-dire dans le golfe du Mexique, au terme d'une mission parfaitement réussie. Et le fait de s'être posé du côté ouest plutôt que est, ça n'a rien changé pour eux. Là. Tout s'est parfaitement réussi. Ils ont vraiment réussi parfaitement le premier vol d'essai de la Crew Dragon. OK. Juste, Claude, tu parlais des panneaux solaires de la station spatiale. C'est vrai que quand on voit les images de la station, c'est énorme, c'est gigantesque. Et on est bien placé pour capter le soleil, on s'entend avec ça, là? Oui et non, hein, parce que la station, la moitié du temps est du côté de l'ombre de la Terre, de l'autre moitié du temps est au soleil. Donc, elle recueille justement l'énergie solaire pendant environ 45 minutes. L'énergie solaire est emmagasinée dans des piles pour l'autre 45 minutes où là, elle sert. Fait que, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de nuages, il n'y a jamais de tempête, il n'y a rien. Quand elle est exposée au soleil, elle est exposée au soleil. C'est vrai, c'est toute une mécanique. Donc, cette mission, on l'appelle Démo 2. Est-ce qu'il y a eu une Démo 1?
En effet, il y a eu une démo 1. Au mois de mars 2019, SpaceX a lancé une capsule, la première capsule Crew Dragon, sans équipage. Il s'agissait donc d'un vol d'essai. Et là, la capsule s'est arrimée automatiquement à la Station spatiale internationale. Elle y a passé une semaine. Et au terme de la semaine, elle est revenue se poser sur Terre, donc amérir, encore là, de façon totalement automatique, parce qu'il n'y avait personne à bord. Et la mission a été parfaitement réussie. Fait que c'est parce qu'on a réussi la mission Démo 1 en mars dernier qu'on a pu procéder au mois de mai, fin mai, au lancement d'une capsule avec un équipage à bord. Les 2 premiers vols démo ayant été un succès, SpaceX amorce maintenant ses missions opérationnelles pour le compte de la NASA. Comment désigne-t-on maintenant ces nouvelles missions, Claude? Les missions vont tout simplement s'appeler Crew. Crew, qui est le mot anglais pour équipage. Donc, le premier vol opérationnel va être la mission Crew 1, c'est-à-dire équipage 1. La deuxième mission Crew 2, équipage 2, Crew 3, etc. Pas très original. Non. On peut peut-être aussi mentionner que les équipages qui résident à bord de la station spatiale, eux aussi portent un matricule. Dans ce cas-là, on parle de expédition. Et actuellement, les astronautes qui sont à bord de la station spatiale, ceux qui ont accueilli d'ailleurs l'équipage du Crew Dragon, font partie de l'expédition numéro 63. Donc, quand on est à bord de la station spatiale, on fait partie d'une expédition. Actuellement, on est en train de mener l'expédition 63. Donc, si tout va bien, la première mission Crew 1 doit s'envoler de Cap Canaveral samedi le 31 octobre à 2h40 du matin. Ça, c'est l'heure de Montréal. Et si vous préférez, 6h40 à l'heure moyenne de Greenwich. Ce lancement, bien, ça va être diffusé comme tous les lancements de la NASA là, sur le canal NASA TV. Et c'est facile à trouver sur Internet, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez juste à taper dans Google NASA TV, là, NASA TV, et vous allez le trouver rapidement, c'est facile à trouver. Et vous allez pouvoir suivre. Ce qui est peut-être intéressant, hein, c'est que branchez-vous 1 heure ou 2 d'avance, parce qu'on voit tout le préparatif de la mission. Là, on voit les astronautes revêtir leur scaphandre, se rendre au pas de tir, monter à bord. Il y a vraiment des caméras partout. C'est beaucoup mieux même que lorsqu'on suivait l'émission de la navette spatiale. On voit beaucoup plus de choses. On voit évidemment l'équipage s'installer à bord de la station. Donc, ça vaut la peine de se brancher 1 ou 2 heures d'avance, puis de voir vraiment, puis de penser que ces gens-là qui s'en vont dans l'espace vont en même temps risquer leur vie dans quelques minutes ou dans quelques heures, parce qu'un lancement de fusée, c'est toujours risqué. Et cette fois, il s'agit donc du premier vol opérationnel de la Crew Dragon, donc la mission Crew 1. Il y aura 4 personnes à bord, c'est-à-dire 3 astronautes de la NASA, dont une femme et un astronaute japonais. Et leur mission, c'est d'aller travailler 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, donc de participer au programme de recherche scientifique et d'entretien de la station comme ça se fait depuis une vingtaine d'années. On sait tous que depuis 20 ans, il y a des astronautes américains, des cosmonautes russes, des astronautes européens, japonais, canadiens qui se succèdent. Donc, les 4 membres de l'équipage de la Crew 1 vont aller réaliser une mission opérationnelle de la Station spatiale comme on le fait depuis une vingtaine d'années. Entre-temps, on va procéder à un changement d'équipage à bord de la station. Changement qui s'effectue par l'entremise de la capsule Soyouz. C'est bien ça, Claude? Absolument. Ce qui va normalement, parce que nous, on enregistre avant, là, mais normalement, le 14 octobre, un équipage de 3 hommes va s'envoler du cosmodrome de Baïkonour à bord d'une fusée Soyouz. Ils vont à bord du vaisseau Soyouz MS-17. Et donc, eux vont aller rejoindre l'équipage qui est actuellement à bord et pour prendre la relève. Et l'équipage qui est actuellement à bord, eux vont revenir sur Terre le 21 octobre. Donc, il y a un changement d'équipage. Et là, on va donc commencer une nouvelle occupation de la station spatiale avec 3 hommes qui vont encore là. Ça va être 2 Russes et un Américain. Pour les 3 hommes demeurés à bord de la station, ce sera le début de l'expédition 64 qui, comme les autres, va durer 6 mois. En effet, cette mission-là, donc, les 3 hommes vont opérer la station spatiale pendant 6 mois et ils vont être rejoints entre-temps, donc à partir, en principe, du 1er novembre, par l'équipage de la
Crew Dragon, donc l'équipage Crew One, qui eux, donc, vont les accompagner. On va se retrouver à ce moment-là avec 7 personnes à bord de la station spatiale, dont une femme. Et ces gens-là, pendant 6 mois de temps, vont procéder au programme d'expérience scientifique. On en a déjà parlé d'expérience scientifique, mais on peut résumer en disant que ça touche à peu près toutes les disciplines scientifiques que vous pouvez imaginer, que ce soit en médecine, en physique, en astronomie, en chimie, en sciences des matériaux, etc. Donc là, on arrive à partir normalement du mois de novembre à une reprise régulière de l'opération de la station spatiale avec des équipages qui sont, entre autres, transportés en capsule Soyouz, mais aussi en capsule Crew Dragon maintenant. On a parlé de ce que font les astronautes à bord de la station spatiale et aussi de à quoi sert la station spatiale. Ça, c'était lors du balado « Vivre à bord de la station spatiale » diffusé en septembre 2018. Donc, ces 4 astronautes reviendront amérer au large de la Floride. Ça, c'est dans 6 mois. Ils vivront alors une épreuve inédite. Claude, peux-tu nous en parler? Effectivement. En fait, comme on vient de le dire, ils vont amérir au terme de leur mission de 6 mois. C'est pas le premier équipage à amérir. On se souvient qu'à l'époque du temps d'Apollo, les astronautes revenaient donc se poser dans l'océan. L'équipage de Demo 2, dont on a parlé au début du balado, ont aussi améri au terme d'une mission de 2 mois. Ce qui est particulier, c'est le fameux 6 mois. On pourrait aussi mentionner qu'il y a un autre équipage d'une mission Skylab qui, en 1974, était revenu sur Terre au terme d'une mission de 3 mois. Là, la particularité, c'est que quand vous avez passé 6 mois dans l'espace, vous avez vécu dans un environnement où physiquement, c'est le calme, c'est la plénitude, parce qu'on les voit, hein, ils flottent dans la station spatiale, tout se passe doucement, ils sont vraiment dans une espèce de cocon. Au niveau physique, c'est pas très exigeant de vivre en apesanteur. La mission est stressante d'un point de vue psychologique, mais pas d'un point de vue physique. Et on sait aussi que lors du retour sur Terre, là, c'est toute une épreuve. Hein? Quand vous rentrez dans l'atmosphère terrestre, que vous subissez la décélération souvent de plusieurs G, et là, vous êtes soumis à la gravité terrestre que vous n'avez pas connue pendant 6 mois de temps, c'est déjà extrêmement pénible. Maintenant, quand les astronautes reviennent en capsule Soyouz ou en navette spatiale, au terme de la rentrée dans l'atmosphère, qui est une expérience assez rigoureuse, pour ne pas dire traumatisante, là, vous posez sur Terre, vous atterrissez, et là, tout est fini. Vous retrouvez le calme plat, sauf que là, vous êtes en pesanteur terrestre, donc vous sentez la gravité, ce que vous n'avez pas senti depuis 6 mois, et c'est déjà une épreuve. Mais là, dans le cas de l'amérissage, c'est pas terminé, parce que vous tombez à l'eau, et là, vous continuez à vous faire balloter, dépendamment des vagues qu'il y a dans l'océan. Il y a toujours des vagues. Et là, vous devez attendre qu'on vienne récupérer la capsule pour vous permettre d'en sortir. Et ça peut prendre à peu près 1 heure. Ce qui fait qu'après avoir vécu une expérience traumatisante qui est de traverser l'atmosphère terrestre et de subir une décélération et un retour en gravité, vous allez à ce moment-là, pendant 1 heure de temps, vous faire balloter, possiblement assez intensément parce que vous n'avez pas améri dans un lac, mais dans l'océan. Et on sait que l'océan, même quand c'est très calme, ça brasse déjà pas mal. Et s'il faut en plus que l'océan soit plus ou moins agité, ce qu'on ne peut pas savoir d'avance, ça risque d'être toute une épreuve. Et jamais personne n'a vécu quelque chose comme ça. Jamais personne n'est revenu après avoir passé 6 mois dans l'espace et posé sur Terre, posé en mer. Juste rappeler, surtout pour les auditeurs québécois et québécoises, vous vous souvenez que quand David Saint-Jacques est revenu sur Terre il y a 1 an et demi à peu près, il a trouvé ça extraordinairement difficile, l'atterrissage. Il est sorti de là vraiment. Lui, il en a beaucoup souffert. Oui. Une chance qu'une fois que la capsule était posée, tout était fini, tout était calme, et là, il a juste attendu qu'on le sorte de la capsule. S'il avait fallu qu'il passe encore à peu près 1 heure à se faire balloter, alors qu'il n'est pas habitué à vivre en gravité terrestre pendant 6 mois de temps, il était en apesanteur, ça risque d'être toute une épreuve, et je suis bien curieux de voir comment les 4 astronautes de la mission Crew One vont se sentir, vont vivre le retour sur Terre, particulièrement une fois qu'ils vont s'être posés à l'eau. Ça risque d'être une expérience assez traumatisante. J'ajouterai en dernier que les astronautes qui reviennent en Soyouz sont toujours un peu étonnés, surtout la première fois, à quel point c'est une épreuve de revenir sur Terre, et ils sont très contents une fois que la capsule est au sol et qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Ça va être à suivre. J'ai hâte de voir leur compte rendu. Peut-être qu'ils vont nous dire que finalement, c'est pas si pire que ça, mais en réalité, je ne sais pas ce qu'ils vont sentir. Effectivement. De ce que j'en comprends, c'est comme un peu le mal de mer. Hein? C'est dur de prédire comment on va se sentir de retour sur Terre. Et chaque astronaute vit ça un peu différemment. Là. Il y en a pour certains que c'est plus difficile, d'autres moins. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Sauf que là, ça va être le mal de mer après avoir passé 6 mois en apesanteur. Et là, vous êtes enfermé dans une
petite capsule, vous êtes coincé dans la capsule. J'aimerais pas être à leur place. On peut appeler ça oui. J'aimerais beaucoup mieux revenir en Soyouz sur Terre qu'amérir en capsule. Ah oui, tout à fait. Choisir, OK. Ah oui, après 6 mois d'apesanteur, là, j'aimerais ça arriver sur la terre ferme puis dire, bon, maintenant c'est fini. Je vais attendre qu'on vienne ouvrir les coutilles et qu'on m'aide à sortir de la capsule, mais au moins j'ai à attendre tranquillement et je vais reprendre mon souffle, ce qui ne sera pas le cas, surtout si la mer est moindrement agitée. Là, je ne leur souhaite pas, là, mais ça reste à voir. En tout cas, ça, c'est en avril prochain. Il faudra surveiller le retour de cet équipage-là, voir comment ça se passe. OK. Donc, si tout se passe bien, on le souhaite, oui, dis-je bien. SpaceX va réaliser la mission, donc Crew Dragon 2, au printemps 2021. Entre-temps, la société Boeing doit procéder à la mise en service de sa capsule Starliner. Notons au passage que nous avons décrit les capsules Crew Dragon et Starliner en mentionnant leurs différences et leurs points en commun. Ça, c'était dans notre balado Parlons de capsules spatiales en mars 2019. Claude, où en est en fait Boeing dans la mise au point là, de sa capsule Starliner? En décembre dernier, Boeing a procédé à un premier vol d'essai de sa capsule Crew Dragon, Starliner plutôt, avec aucun équipage à bord. Donc, un vol d'essai qui ressemble un peu à la mission Demo 1 réalisée 9 mois plus tôt par SpaceX. Donc, ils ont lancé leur capsule, première fois dans l'espace. Elle devait aller s'arrimer automatiquement à la Station spatiale internationale, y passer une semaine, puis ensuite revenir se poser sur Terre. Sauf que cette fois-là, les choses se sont mal passées. C'est-à-dire que quelques heures après le lancement, il y a eu une erreur de programmation qui a empêché la capsule de poursuivre sa mission, donc de augmenter son orbite jusqu'à l'altitude de la station spatiale. La capsule est restée prise plutôt en orbite basse. Et là, les techniciens sont parvenus à ramener au bout de 2 jours la capsule sur Terre, mais la mission a été un échec parce qu'elle devait séjourner une semaine dans l'espace avec un rendez-vous avec la station spatiale. Et lorsque on a analysé comme il faut le vol, donc le premier vol de Starliner, on s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs problèmes, à la fois techniques et informatiques, certains même qui auraient pu menacer la vie d'un équipage s'il y avait eu un équipage à bord. Heureusement qu'il n'y en avait pas, justement. Résultat des comptes, c'est que Boeing a toujours retourné à la planche à dessin, revisité de fond en comble tout son vaisseau, remédié à un paquet d'anomalies, de problèmes techniques, etc. Et donc, Boeing doit reprendre son vol d'essai sans équipage. Ce vol-là est prévu pour le mois de janvier. Donc, on va tenter de faire une mission qui ressemble à la mission Demo 1, donc un vol sans équipage qui va durer à peu près une semaine, le temps d'aller à la station spatiale et de revenir. Et si cette mission-là se déroule bien, j'imagine que ça va être le cas, à ce moment-là, peut-être que l'été prochain, Boeing pourra réaliser un premier vol d'essai avec équipage de sa Starliner et donc de suivre les traces en quelque sorte de SpaceX. Mais ça reste à suivre parce que on a vu que le premier vol s'est mal déroulé en espérant que les autres vont bien se dérouler. Donc, bientôt, on devrait avoir, si tout va bien, 2 capsules en service, la Crew Dragon de SpaceX et la Starliner de Boeing. C'est donc dire que la capsule Crew Dragon de SpaceX entre en service opérationnel, tandis que celle de Boeing connaît une année de retard. En plus, SpaceX se prépare même à lancer des touristes en capsule Crew Dragon. Ça s'en vient ou non? Absolument, ça s'en vient exactement. En fait, une des grandes innovations des 2 programmes-là, Crew Dragon et Starliner, là, c'est que ce sont des capsules qui appartiennent à l'entreprise privée, à l'industrie privée, c'est-à-dire à SpaceX et à Boeing. Et à ce moment-là, eux, ils peuvent lancer qui veulent à bord de ces capsules-là. C'est-à-dire que la NASA a financé les 2 entreprises pour mettre au point ces capsules-là. La NASA a convenu un contrat avec les 2 entreprises pour réaliser une demi-douzaine de missions de transport d'équipage vers la station spatiale d'ici 2025. Mais entre-temps, les entreprises, elles peuvent utiliser leurs capsules pour faire leur propre mission spatiale. Et c'est ce que SpaceX s'apprête à faire. C'est-à-dire que SpaceX a passé 2 ententes avec des agences de tourisme spatial, si je peux dire. Il y a des agences de voyage. Bon, il y en a qui offrent du tourisme dans l'espace. Axiom Space et Space Adventure. Et pour réaliser des missions, pour envoyer des touristes dans l'espace. Et SpaceX et Axiom ont annoncé récemment qu'ils allaient procéder à un premier vol touristique dans un an, à l'automne 2021. Dans le cadre de cette mission-là, un ex-astronaute de la NASA qui s'appelle Michael Lopez Alegria va s'envoler à bord d'une capsule avec 3 touristes.
Allegria, c'est un vétéran de la NASA. Il a réalisé 3 vols de navette. Il a réalisé un vol en Soyouz. Il a passé 7 mois dans l'espace. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une très grande expérience des vols spatiaux. Et il a pris sa retraite de la NASA en 2012. Et depuis ce temps-là, il travaille avec Axiom pour mettre en place des vols touristiques. Donc, il est prévu que lui et 3 passagers vont s'envoler normalement dans à peu près 1 an, à l'automne 2021, pour un séjour d'à peu près 1 semaine à bord de la station spatiale. Ils vont donc s'envoler à bord d'une capsule Crew Dragon. Ils vont passer 1 semaine et ensuite, ils vont revenir sur Terre. Ils vont revenir, en fait, amérir comme ça va être la coutume avec les capsules Crew Dragon. Au terme d'une mission d'à peu près 1 semaine. J'ajouterais peut-être un petit détail. Quand on va dans l'espace, les 2 premières semaines sont assez difficiles physiquement, sont assez exigeantes physiquement parce que l'organisme doit s'adapter à l'apesanteur. Ce qui se passe, entre autres, c'est que dans les premiers jours, le sang monte vers le cerveau, donc vous avez mal à la tête, vous avez l'impression d'avoir une espèce de grippe, vous avez la face un peu bouffie. D'ailleurs, quand on voit des photos, on voit souvent qu'ils ont le teint plutôt rouge, rose, il y a le sang qui monte à la tête. La colonne vertébrale se détend un peu, vous grandissez un peu, mais ça fait que vous avez des maux de dos parce que les muscles doivent se réajuster en conséquence. Ça prend à peu près 2 semaines, et au bout de 2 semaines, là, vous êtes adapté. Dans le cas d'une visite d'1 semaine, vous subissez ces affres-là, et quand vous commencez à être plus ou moins adapté, vous allez revenir sur Terre, vous allez revenir en pesanteur terrestre. Fait que c'est comme l'organisme qui commence à s'adapter à un nouvel environnement, vous le changez d'environnement, ce qui fait que ça doit être assez éprouvant, un séjour d'1 semaine. Il vaudrait mieux partir environ 2-3 semaines, 1 mois, le temps de s'adapter. Moi, je dirais c'est un peu comme... il y a probablement de nos auditeurs et auditrices qui ont fait le voyage, mettons, Europe-Amérique. Là, on va passer du temps en Europe ou on part d'Europe, on vient passer du temps. Si vous passez juste 1 semaine et vous revenez, vous subissez juste un décalage. Souvent, quand on va en Europe, je parle de ma perspective à moi, après 1 semaine, on se sent mieux, on est adapté au décalage horaire. S'il fallait revenir à ce moment-là, on subit un 2e décalage horaire. Il faut mieux partir en Europe 2-3 semaines, le temps de s'adapter. C'est un peu ce qui va arriver aux gens qui vont passer 1 semaine. Remarquez bien, ils vont vivre une expérience remarquable, extraordinaire d'aller passer 1 semaine en apesanteur à bord de la Station spatiale internationale. Ils vont avoir l'occasion d'admirer la Terre par les grands hublots, évidemment de faire des culbutes en apesanteur. Ça va être une expérience extraordinaire, mais en même temps, physiquement, très exigeante. Effectivement, pensez-y bien. C'est un peu drôle, Claude, qu'on ne peut plus trop voyager sur Terre pendant la pandémie. Est-ce que ça va être plus facile dans le futur de voyager dans l'espace? C'est une bonne question. Évidemment, c'est une question pertinente parce qu'il va falloir ces gens-là vont être confinés. C'est comme ceux qui s'en vont dans quelques semaines en Crew Dragon vont être mis en quarantaine 2 semaines avant pour être certains qu'ils n'apportent pas la COVID à bord de la Station spatiale internationale. Donc, on peut voyager dans l'espace, mais un peu comme sur Terre, en se mettant en quarantaine d'avance et en se mettant en quarantaine au retour sur Terre. C'est la même chose, hein, quand ils vont revenir sur Terre, si la pandémie n'est pas terminée, il faut se mettre en quarantaine avant de rencontrer sa famille, ses proches, etc. Là. La quarantaine est imposée à tout le monde, même quand on va dans l'espace. Mm-hmm. Et si on désire voyager dans l'espace, est-ce qu'on sait combien il va falloir débourser là, pour aller vivre environ 1 semaine en orbite terrestre? C'est une bonne question. On n'a pas les coûts de combien les passagers en Crew Dragon vont payer, puis probablement que ça va faire l'objet d'un contrat secret, d'un contrat privé, mais on peut dire sans crainte de se tromper que c'est probablement quelques dizaines de millions de dollars par passager. Donc, probablement quelque chose comme 20 à 30 millions de dollars par personne pour les 3 passagers de la Crew Dragon pour aller passer un séjour d'1 semaine dans l'espace à bord de la station spatiale. Un peu comme il y a une dizaine de touristes actuellement qui sont allés à bord de la station spatiale, ils ont payé ce genre de montant-là. Donc, c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. Okay. Il y a aussi Virgin Galactic qui propose d'expédier des touristes à une centaine de kilomètres d'altitude à bord d'un avion fusée très futuriste. On parle ici du Spaceship Two. Où est-ce que ça en est avec ce projet-là? Depuis une douzaine d'années, Richard Branson, qui est le grand patron de Virgin Galactic, nous dit que très bientôt, il va pouvoir envoyer des gens à une centaine de kilomètres d'altitude, à la frontière de l'espace, si on peut dire. Et pour ce faire, il a développé un concept assez
particulier qui est un avion-fusée et non pas une simple fusée. Pour rappeler un peu comment va se dérouler une mission, d'abord, on peut dire que ça va être une mission beaucoup plus courte qu'un vol en Crew Dragon, comme on a parlé il y a quelques minutes. Là, ça va être un vol qui va durer tout au plus quelques heures. Imaginez, vous embarquez donc à bord d'une espèce d'avion-fusée qui est attaché sous l'aile d'un avion porteur. Cet avion-là décolle à l'horizontale comme on décolle d'un aéroport classique, monte jusqu'à une altitude d'environ 15 km et là, l'avion-fusée est largué, laissé tomber en chute libre pendant quelques secondes avant d'allumer son moteur fusée qui va le propulser jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude. Ça ressemble un peu, pour ceux qui ont vu certains films, au fameux vol de X-15 dans les années 60, là, quand le X-15 qui était largué d'un avion porteur et qui s'en allait, c'est un peu ce genre de vol-là. Et donc, ça va permettre à un équipage de 2 astronautes et de, je pense, une demi-douzaine de touristes d'aller jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude, puis ensuite de redescendre et venir se poser sur un aéroport du Nouveau-Mexique à l'horizontale, un peu comme un avion ordinaire. C'est donc dire que pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ceux qui sont à bord vont vivre une montée vertigineuse jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude pour ensuite descendre. Encore là, connaître une descente absolument vertigineuse pour revenir se poser. Ça risque d'être toute une expérience assez étonnante. On pourrait rajouter qu'une des particularités de ce projet-là, moi, quelque chose que je trouve un peu navrant, c'est que Branson régulièrement fait des annonces spectaculaires, comme quoi bientôt son système va voler, son avion est presque au point et bientôt il va pouvoir envoyer des touristes dans l'espace. Et ça, il fait ça année après année après année depuis une douzaine d'années. Pour donner 2 exemples, en novembre 2018, il avait annoncé que lui-même réaliserait un premier vol touristique dans le temps des fêtes, là, donc dans le temps de Noël 2018. Évidemment, le vol n'a pas eu lieu. Et puis, au début de 2019, il a annoncé que durant l'été 2019, il réaliserait un vol touristique qui coïnciderait environ avec le 50e anniversaire de la mission Apollo 11. Évidemment, ce vol-là n'a pas eu lieu et depuis ce temps-là, il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas. Et quand j'étais allé consulter le site de Virgin Galactic, là, ce que j'ai découvert, c'est que ce printemps, donc printemps 2020, la compagnie a fait 2 vols d'essai, mais des vols d'essai très, très, très simples. C'est-à-dire que l'avion Spaceship Two, accroché sous l'aile de son avion porteur, est monté jusqu'à une quinzaine de kilomètres d'altitude. Il a été largué et il est revenu se poser sur la piste d'atterrissage, mais sans allumer son moteur fusée, sans monter jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude. Donc, c'est un peu surprenant que Branson nous dit qu'il est presque prêt à envoyer des touristes dans l'espace, alors que son avion semble vraiment pas au point. Fait qu'on attend toujours le fait que quand est-ce qu'il va être prêt, mais ça fait une douzaine d'années qu'il nous dit que bientôt, mais on attend toujours. Mm-hmm. Enfin, il y a là aussi le projet de Jeff Bezos, le grand patron d'Amazon, peut-être le plus riche au monde, qui vise à acheminer des astronautes, des chercheurs ou des touristes à 100 km d'altitude grâce à une fusée conventionnelle. On veut savoir, Claude, où est-ce qu'il en est rendu avec ce projet? On veut savoir qu'est-ce que tu en penses. Je vais te demander d'attendre quelques instants, Claude, parce que maintenant, on introduit quelque chose de nouveau à Voyage dans l'espace. En effet, on avait dit qu'on allait, dans notre dernier balado, là, on a dit qu'on voulait gâter davantage nos patrons. Eh bien, voilà, donc pour écouter la réponse de Claude, ce sera en exclusivité pour nos patrons et ceux qui sont donc patrons à 5 $ et plus par mois. Pour les autres qui nous écoutez gratuitement, bien comme à l'habitude, je vous rappelle qu'on a une page Facebook. C'est toujours bien quand vous venez aimer notre page pour nous encourager et nous dire salut au passage. Toutes nos émissions aussi, je le rappelle, sont disponibles sur SoundCloud. Donc, on a une page Voyage dans l'espace. Eh bien, je veux aussi en profiter pour saluer, pour remercier nos nouveaux patrons, Philippe Larosa, Samuel Soto, Marc Barrette. Marc Barrette qui nous a dit au passage, Claude, qu'il vient de découvrir tous les fascicules qu'on fait. Il en revenait pas à quel point on a fait du travail depuis nos débuts. Il est bien content d'être un nouveau patron. Il y a aussi Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Simon Picotte-Roy également qui s'est joint. Vincent Raymond,
et Philippe Letaucar, merci à vous, bienvenue à bord. Et il y a aussi Éric Lapointe, pas le chanteur, d'ailleurs, il me l'a confirmé ce matin, qui est pas le chanteur Éric Lapointe, c'était bien drôle, qui a augmenté sa contribution. Laurent Runigo, notre bon ami, a aussi augmenté sa contribution. Et Mini Tigro également a augmenté. Merci à vous, c'est très apprécié. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, bien, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.